Vendredi, pour la première fois depuis le début du conflit au Proche-Orient, 2 avions américains ont été abattus par les défenses aériennes iraniennes. Une course contre la montre qui s'est engagée pour retrouver un des pilotes éjectés dans les montagnes du sud-ouest iranien. Trump a annoncé dimanche le succès d'une opération de sauvetage qui a illustré en miniature ce que coûterait une intervention au sol, car l'option d'un débarquement américain est sur la table. Parallèlement, le président américain multiplie les signaux contradictoires. Il a repoussé son ultimatum à ce mardi 20h, menaçant de frapper les centrales électriques et les ponts si l'Iran ne rouvrait pas le détroit d'Ormuz. Bonjour Camille Lons. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe du bureau de Paris du Conseil européen pour les relations extérieures. Alors vendredi, je l'ai dit, l'Iran a abattu 2 avions de combat américains. Que nous raconte cet événement ? Alors, en effet, il y a un F-15 et un A-10 qui ont été abattus avec 2 pilotes donc, du F-15 qui ont été éjectés, dont l'un qui s'est éjecté au-dessus du territoire iranien et qui a du coup lancé toute une opération de recherche. Et enfin, il a été retrouvé ce week-end. Dans cette opération, on a aussi un ou potentiellement des hélicoptères, des avions de transport qui ont été aussi endommagés, voire carrément détruits. Comment ça se fait ? Euh, c'est pour les destructions des avions de transport, c'était pour éviter qu'ils tombent entre les mains des Iraniens. Mais ça représente des centaines de millions de dollars qui ont été. Enfin, chacun de ces avions de transport qui a été détruit, par exemple, coûte environ 100 millions de dollars. Donc, c'est une opération extrêmement coûteuse et ça donne un petit peu une impression sur une toute petite opération pour sauver un soldat américain. On a une idée un petit peu de ce que représenterait le coût d'une opération au sol sur plusieurs journées. Mais ça veut dire que les avions américains sont vulnérables aux attaques iraniennes ? Bien sûr, et donc on voit aussi que la défense antiaérienne iranienne reste très résiliente malgré tout après quasiment 5 semaines de combat, alors qu'elle a été quand même très fortement dégradée par les attaques israéliennes et américaines. Il y a encore une capacité de nuisance de la part de l'armée iranienne qui est extrêmement forte. Et alors, ça veut dire aussi que l'armée américaine est peut-être, comment dirais-je, c'est peut-être surestimé, ou bien ces choses-là étaient dans l'ordre des choses. C'est dans l'ordre des choses aussi. Enfin, c'est-à-dire, c'est un grand pays, l'Iran, avec des montagnes. Enfin, c'est un pays qui est très difficile à attaquer, avec des capacités militaires. Je veux dire, c'est un pays qui a investi dans son appareil militaire pendant des dizaines d'années, qui a une industrie militaire qui est capable justement, qui est très résiliente et capable de reproduire. Notamment, on voit l'industrie des drones qui est extrêmement résiliente. Et donc, malgré les attaques américaines, les Iraniens sont en capacité de reconstruire leur stock de drones et de missiles assez rapidement. Et donc, c'était prévisible, en effet, que ce ne serait pas si facile que ça de mettre l'Iran à genoux. L'opération de sauvetage du pilote, que s'est-il passé ? Pourquoi est-ce significatif, Camille Lons ? C'est significatif même en termes psychologiques, je pense, pour la population américaine. C'est-à-dire que là, on est en train de toucher à la question d'avoir des troupes américaines. La question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va envoyer aussi des troupes américaines au sol? Et donc avec des risques en effet, de pertes humaines beaucoup plus importantes que ce qui a été le cas jusqu'à présent. Et donc, ça crée aussi toute une question psychologique pour la population américaine. Est-ce que l'opinion publique américaine va continuer à soutenir ce conflit dans ces conditions-là? On sait déjà que quand on regarde un petit peu les sondages d'opinion aux États-Unis aujourd'hui, il n'y a que entre un quart et un tiers de la population américaine qui soutient le conflit et la plupart de la population voudrait que ce conflit s'arrête le plus rapidement possible. Donc, on voit qu'on arrive un petit peu à la limite de ce que Trump peut faire en Iran dans ce cas-là. Bon, mais alors, l'opération de sauvetage a été largement commentée et sert également le récit de la puissance américaine ? Bah, c'est un petit peu ce qui est en jeu. C'est pour ça que c'était important pour l'administration Trump de sauver ce soldat justement pour pouvoir démontrer que c'était possible comment dire, de protéger sa population. Parce que c'est un petit peu la promesse fondamentale que Trump fait à sa population de protection des intérêts américains avant tout. Donc c'était fondamental. Mais du coup, ça pose vraiment cette question. Si jamais il continue à considérer un envoi de troupes au sol ou ne serait-ce que continuer en tout cas l'escalade avec
avec l'Iran si jamais l'ultimatum arrive à sa fin donc demain soir. Ça va poser la question des décisions que Trump va devoir prendre, continuer la guerre ou tenter de se retirer le plus rapidement possible. Et, bon, la possibilité d'un débarquement terrestre est toujours sur la table. Personne ne l'écarte, ou tout est fait d'ailleurs pour que l'on considère qu'elle est plausible, possible. Je ne sais pas quel terme vous pourriez employer d'ailleurs, Camille Long. C'est un élément de négociation que Trump utilise. Donc, dans quelle mesure est-ce que il compte vraiment la réaliser ou pas, c'est pas encore très clair. On voit qu'on a une augmentation quand même assez forte de l'envoi de troupes sur le terrain. Donc, on est à peu près à 50 000 troupes. C'est 10 000 de plus habituellement ce qu'on a dans la région de troupes américaines déployées au Moyen-Orient. Ça reste très en dessous quand même de ce qu'il faudrait si on avait vraiment une mission au sol en Iran. Sur les deux porte-avions, il y a l'un d'eux qui a eu des malfonctions et qui a dû quitter la région. Donc, est-ce que l'armée américaine, là, aujourd'hui, a les capacités de lancer cette opération? C'est un petit peu la question. Mais en tout cas, Trump a cette technique de négociation qui est de faire monter la pression et faire monter les enchères le plus possible auprès des Iraniens en espérant que ça pousse les Iraniens à une reddition. C'est quand même une drôle de technique de négociation, parce qu'il y a donc des mots très durs, parfois même des noms d'oiseaux qui sont utilisés, et puis il y a des ultimatums avec des dates butoirs qui changent, enfin bref. euh, C'est la façon Trump de gérer ce genre de crise. En effet, avec une communication qui est très difficile à suivre. Il y avait un premier ultimatum de 10 jours qui arrivait justement à échéance aujourd'hui lundi. Il donne 20 heures de plus, donc maintenant l'échéance est demain. Il parle donc depuis 10 jours du fait qu'il est en négociation avec les Iraniens, mais en réalité les Iraniens le nient en face. On ne sait pas avec qui il parle exactement. Enfin bon, c'est très difficile de savoir exactement quelle est la stratégie derrière. D'ailleurs, on va écouter le discours d'Ebrahim Zolfagari, qui est le porte-parole des forces armées iraniennes. Vos dissensions internes ont-elles atteint un tel point que vous en êtes réduits à négocier entre vous? Vous ne verrez aucun signe de vos investissements dans la région, ni les prix antérieurs de l'énergie et du pétrole, tant que vous n'aurez pas compris ceci. La stabilité régionale est garantie par la force de nos forces armées. La stabilité s'obtient par la force. Nous l'affirmons clairement, tant que nous ne le déciderons pas, la situation ne reviendra pas à son état antérieur. Cela ne se produira que lorsque l'idée même d'une action contre la nation iranienne aura été complètement éradiquée de vos esprits corrompus. Notre premier et dernier mot a été, et sera le même depuis le premier jour, quelqu'un comme nous ne s'entendra jamais avec quelqu'un comme vous, ni maintenant, ni jamais. Camille Lons, au moins c'est clair dans le porte-parole des forces armées iraniennes. Les Iraniens ne donnent pas du tout de signe d'être dans une dynamique de négociation et d'ailleurs les Américains non plus en réalité parce que Trump passe son temps à dire on est en négociation avec les Iraniens, ils sont prêts à accepter des choses, mais quand on voit un petit peu le plan notamment en 15 points qu'il a publié, qui serait la base des négociations avec les Iraniens, il n'y a aucun compromis qui est fait non plus côté américain sur les demandes et les lignes rouges des Iraniens, notamment sur l'enrichissement d'uranium. Donc s'il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de négociation réelle possible. Et en face, pourquoi est-ce que les Iraniens feraient confiance aux Américains alors qu'ils se font attaquer systématiquement à chaque fois qu'ils sont en négociation avec les Américains? Donc pourquoi donner aujourd'hui des compromis aux Américains pour un cessez-le-feu? Enfin, on est un peu dans une situation bloquée. Donc il y a bien je ne sais pas si c'est vraiment des négociations à proprement parler, il y a bien des messages qui sont en train d'être passés entre les États-Unis et l'Iran via des intermédiaires, le Pakistan, l'Égypte, la Turquie, mais est-ce qu'on est vraiment à un stade de négociation aussi avancé que ce que Trump présente? C'est pas encore très clair. Est-ce que dans ces conditions, on peut dire, en tout cas c'est dans le New York Times, c'est par exemple le thème d'un grand nombre de contributions que Trump a perdu ou que les Iraniens ont gagné dès lors qu'ils tiennent tête? C'est un peu la question, qu'est-ce que c'est que gagner la guerre, en fonction des camps? Le problème, c'est qu'il y a une grosse asymétrie là dans ce conflit. C'est pour les Iraniens, gagner la guerre, ça consiste à juste, résister en réalité. Ils n'ont pas besoin de faire grand-chose pour être dans une position, de force. En plus, sur le détroit d'Ormuz, ils sont particulièrement dans une position de force. Donc
en tenant tête aux Américains, les Iraniens sont déjà en train de gagner d'une certaine manière, la guerre. Et Trump se retrouve dans une situation où il a besoin de plus en plus de trouver une porte de sortie à ce conflit le plus rapidement possible. Encore une fois, pression de l'opinion publique américaine. Il y a d'autres terrains aussi, parce que le problème, c'est qu'en passant tout son temps en Iran, ils sont en train d'utiliser tous les stocks de munitions qui pourraient leur être utiles sur d'autres terrains, comme en Ukraine ou dans l'Indo-Pacifique. Donc le temps commence à jouer en la défaveur de Trump. Mais le problème, c'est que se retirer sans avoir résolu le problème du détroit d'Ormuz notamment, ni la question de l'uranium enrichi qui reste aussi un problème pour les États-Unis, c'est les deux objectifs principaux présentés par les États-Unis aujourd'hui dans le conflit en Iran, ça va être difficile de clamer une victoire dans ces conditions-là. Un mot de conclusion, Camille Lons, qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Donc il y a des ultimatums, mais la date évolue, des menaces qui sont donc à la fois très dures et qui ont le mérite finalement de l'obscurité, parce qu'on ne sait pas très bien de quoi il s'agit, quoi. Le problème des ultimatums, c'est que quand on met un ultimatum et qu'on ne le respecte pas, on apparaît comme faible. Or, Trump n'aime pas apparaître faible. Donc, il y a un moment, si on atteint demain la fin de l'ultimatum et que rien n'a bougé, Trump va être obligé quelque part de prendre une action. Alors, laquelle exactement, c'est la grande question. L'envoi de troupes au sol, ce serait probablement assez catastrophique, avec un risque d'escalade complètement démesuré et de pertes humaines incroyables. Mais en effet, on va vers un risque d'escalade qui continue. Merci beaucoup Camille Lons. Je rappelle que vous êtes directrice adjointe du bureau de Paris de l'ECFR, le Conseil européen pour les relations extérieures. Dans quelques